Eh bien, bonjour à tous. Nous avons donc dédié cette plénière au vieillissement des personnes en situation de handicap, thématique qui nous est chère. Cette question de la santé de ces personnes vieillissantes et en situation de handicap est ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui et ce sur quoi l'association Coactis Santé travaille activement depuis 2022 avec de nombreux partenaires que je remercie. Cette réunion est donc l'occasion de partager avec vous le bilan de ce travail et ses avancées concrètes et les perspectives pour l'avenir. Les personnes vivant avec handicap, en effet, arrivent aujourd'hui à des âges inédits. On estime à 1,5 million le nombre de personnes concernées en France et les projections de l'OMS indiquent que d'ici 2050, plus de 900 millions de personnes âgées vivront avec un handicap dans le monde. C'est donc un phénomène de grande ampleur et on ne peut que s'en réjouir, évidemment. Mais voilà, vieillir avec un handicap, c'est affronter deux défis simultanés, celui de la dépendance initiale et celui des nouvelles difficultés liées à l'âge. Cela suppose donc de garantir des accompagnements médicaux respectueux et personnalisés. Cela suppose aussi de repenser nos politiques de santé et nos représentations collectives. Cette avancée en âge grandissante des personnes en situation de handicap s'accompagne de défis sanitaires qu'il faut considérer de toute urgence, comme par exemple un risque accru de maladies chroniques et dégénératives, la nécessité de bilans de santé réguliers, mais spécifiques, un besoin de coordination entre les dispositifs médico-sociaux et gérontologiques. Le vieillissement n'est pas un handicap. J'affirme fort et haut que le vieillissement n'est pas un handicap. Elle ne doit pas être considérée comme tel, en tout cas. On est beaucoup dans les représentations sociétales des mots qui sont les trois mots-clés, handicap au pluriel, santé, vieillissement. Et ça doit nous interroger sur les raisons pour lesquelles, au regard des données que vient de préciser Mme Archival sur l'importance épidémiologique des sujets abordés, interrogeons-nous sur les raisons pour lesquelles, sur des sujets aussi prévalents, dont on voit qu'en termes de prospective, ils vont devenir un sujet de plus en plus important, central. Quelles sont les raisons pour lesquelles, finalement, on a du mal à embarquer, à tirer vers le haut les acteurs, les opérateurs, les pouvoirs publics, enfin l'ensemble. Quels sont les freins, finalement? Alors, Coactis, que j'ai le plaisir de connaître depuis plusieurs années, fait partie des pionniers dans cette réflexion. Donc ça, c'est à mentionner. Je salue cette initiative parce que ça permet de sortir d'un certain orphelinat, je suis peut-être un peu fort dans les mots là, des sujets de société pourtant majeurs. Mais interrogeons-nous aussi sur les autres raisons. Alors, elles sont plurielles. Je ne serai pas exhaustif d'ailleurs, parce que je n'ai pas préparé mon discours. C'est un peu d'improvisation. Ça vient spontanément. Je l'évoquais à l'instant avec quelques-uns d'entre vous. La formation initiale. Alors que les associations fortement bien représentées aujourd'hui font un travail remarquable de destigmatisation, la formation initiale, elle ne suit pas la même vitesse. Je pense à la formation initiale avant tout des professionnels de santé, toute catégorie, et les médecins, je peux en parler facilement en tant que médecin. Il y a un travail conséquent à envisager sur la formation, à la fois sur les concepts, mais aussi sur finalement les enjeux. Et on en parlait tout à l'heure à quelques-uns. Bon, il y a des premiers signaux favorables, mais ça ne va pas très vite, quoi. Je veux dire, quand on parle de sensibilisation des étudiants en médecine de deuxième, troisième année, dans des stages d'immersion dans le secteur handicap, en termes de, 2-3 jours, c'est très bien, mais c'est d'abord pas très...
vraiment pas suffisant, mais surtout, ça se met en place de manière un peu inhomogène. Ça devrait être obligatoire. En fait. On devrait être dans des obligations, au même titre que les professionnels de santé devraient avoir appréhendé, avant d'être en exercice, tous les grands enjeux de santé. Je pense aux EHPAD, quand aujourd'hui on sait que les futurs médecins généralistes n'ont toujours pas de stage obligatoire en EHPAD, alors que ça représente une population de près de 800 000 personnes, enfin, à haut niveau de morbidité en plus, polypathologique. Donc je ne vais pas énumérer, hein, ça serait trop long, mais voilà, un sujet d'attention important qui est pour moi un frein qu'il faut essayer de lever autant que faire se peut. Et évidemment, la contribution de Coactis est à considérer parce que par toute la production qui vous sera présentée tout à l'heure, ça doit diffuser partout. Bon. Deuxième frein, on est dans les concepts et dans les cloisonnements intellectuels. Ça, j'insiste beaucoup là-dessus parce que je pense que c'est à la fois à avoir en tête et bon, c'est moins simple à traiter d'ailleurs, mais on reste encore sur un modèle d'organisation des réponses. Bon, pas vous faire l'injure de vous parler des parcours. Tout le monde parle des parcours de santé, parcours de vie. C'est très joli ces mots-là. Tout le monde les a bien en tête. Il y a encore un travail conséquent à vraiment aboutir à la mise en place de ces parcours. Et surtout, parmi les difficultés d'effectivité, hein, là aussi, il y a plusieurs explications. On parle beaucoup de la coordination des acteurs, mais il y a aussi la manière dont on appréhende, où chacun appréhende. Alors là, il y a un biais dans notre assemblée, c'est que vous êtes tous convaincus de ce que je dis ou de ce qu'on va vous dire. Finalement, c'est pas vous qu'il faudrait avoir dans la salle, c'est tous ceux qui ne sont pas là. Bon, c'est souvent comme ça d'ailleurs. On se fait plaisir en même temps. Quoi qu'il en soit, il est clair que considérer le vieillissement, le terme, il est dans le titre, comme un problème. Vous m'avez entendu, je vous dis, ce n'est pas un handicap, c'est un phénomène inéluctable, vis-à-vis duquel c'est le seul phénomène vis-à-vis duquel tout individu est égal à l'autre. Hein ? Nous avons tous un jour de plus qu'hier et un jour de moins que demain. Et il n'y a pas de différence. Une minute est une minute pour tous. Il n'y a pas de différence. Donc l'effet du temps, l'avancée en âge, que je préfère au terme de vieillissement, que je réserve plus à des aspects biologiques, si vous voulez. L'avancée en âge, elle est universelle. Elle doit être préparée de la même façon pour tout à chacun, quelles que soient les déficiences acquises plus ou moins tôt dans la vie, parfois très tôt, parfois plus tard. Et il n'y a aucune raison qu'effectivement, on n'assure pas, et c'est le titre de la séance, faire en sorte de permettre à tout à chacun, en situation ou non de handicap, d'avancer en âge dans les meilleures conditions, avec à la fois une espérance de vie quanti qui soit optimisée, mais surtout quali, une espérance de vie en bonne santé. Bon. Et c'est finalement ce à quoi on assiste aujourd'hui quand même. Hein. Les personnes en situation de handicap, on le sait, je ne vais pas vous embêter avec toutes les données de chiffres que vous connaissez bien, l'espérance de vie s'améliore, heureusement. Ça fait émerger d'ailleurs des problématiques, je regarde ma consoeur, finalement de l'expression de maladies qu'on ne voyait pas avant. Si on prend le syndrome de Down, on voyait des syndromes de Down, mais on ne voyait pas les troubles neurocognitifs qu'ils allaient pouvoir développer parce qu'atteignant un certain âge, ils étaient programmés pour développer de tels troubles. Donc ça, c'est une émergence, et c'est lié à leur espérance de vie. Et il en va de même pour toutes les personnes en situation de handicap, y compris les plus jeunes. Mais le point commun, finalement, et c'est là où il faut qu'on arrive à décloisonner, dans la représentante de Madame la ministre, je pense que les pouvoirs publics ont compris. On essaye de marier handicap et dépendance. Enfin, c'est pas
donne pas forcément envie d'ailleurs, mais on essaye de décloisonner, de faire converger ces situations. Hein. On parle d'autonomie. La CNSA, dont je préside le conseil scientifique, CNSA A comme autonomie. Elle intègre l'ensemble des sujets, handicap et dépendance. Il faut qu'on parvienne, et ça c'est à nous, à démocratiser, mais très largement, sortir de ces carcans finalement. Séparant, c'est facile de créer des catégories, hein, mais justement il faut éviter de créer des catégories, parce que finalement, qu'est-ce qui vous préoccupe quand on parle des personnes en situation de handicap vieillissant ou avançant en âge? C'est l'objectif, il est fixé, c'est leur permettre d'avancer en âge dans les meilleures conditions, à eux et à leurs proches d'ailleurs aussi. Mais ce n'est pas différent de ce qu'on pourrait prétendre avoir comme objectif vis-à-vis de ceux qui ne sont pas en situation de handicap et dont certains d'entre nous font partie encore. Et donc finalement, évitons de restigmatiser ce qu'il est déjà trop. Moi j'aime bien rappeler Philip Wood. Quand il a défini ces fameux 3 mots, déficience, incapacité, handicap, il avait tout dit. Mais aujourd'hui, quand on dit, et c'est dans tous les programmes, que le système de santé doit s'adapter à l'émergence, j'en ai encore pour 1h30, hein, l'émergence des maladies chroniques incapacitantes, c'est ce vis-à-vis de quoi on n'a pas été bien préparé. On cite souvent les pays scandinaves qui ont, etc. C'est vrai, mais clairement, c'est ça l'enjeu. C'est comment on améliore l'accompagnement avec toutes ces dimensions des malades atteints de maladies chroniques incapacitantes. Je ne fais pas de différence entre celui qui aurait contracté un accident vasculaire cérébral à 40 ans parce que génétiquement programmé, avec ses conséquences fonctionnelles, et celui qui aurait contracté l'accident vasculaire cérébral, le même, topologiquement, à 80 ans. C'est le même sujet, sauf qu'il y en a un qui va vivre peut-être plus longtemps que l'autre. Soit, à part ça, il n'y a pas de différence. Donc, il faut que les personnes en situation de handicap, quel que soit le handicap, quelle que soit sa précocité, bénéficient, comme tous les autres, du repérage précoce des changements qui peuvent être liés soit à l'aggravation de leur handicap, soit plus souvent par la juxtaposition à un handicap préexistant de maladies émergentes, de morbidités émergentes que, il faut repérer précocement. C'est là où il faut travailler sur les outils, la boîte à outils, c'est un terme souvent utilisé. Comment on parvient à faciliter le rôle des professionnels pour repérer ces changements qui peuvent traduire, pas toujours, mais souvent, l'émergence d'une nouvelle maladie. Parce que je pense que le levier principal, et je vais terminer là-dessus, c'est de revoir peut-être nos définitions. Il y a sûrement une place pour une redéfinition des concepts et des termes utilisés. Je pense que c'est peut-être aussi le rôle de Coactis de se lancer dans cette démarche. Et puis, je ne veux pas dévoiler les tables rondes qui vont suivre, il y a tout le champ de l'organisation et des réponses à apporter. Je termine là-dessus. Faire bénéficier aussi cette population des démarches et des dispositifs qui ont fait leurs preuves dans l'autre population. Je veux dire, il se trouve que, et c'est valable peut-être dans les deux sens, il se trouve qu'en gériatrie, il y a eu effervescence de dispositifs. On citait les ESA tout à l'heure, les équipes spécialisées Alzheimer, autonomie aujourd'hui. On citait les CRT, les centres de ressources territoriaux. Il y a eu tout un ensemble d'initiatives. Je ne vois pas en quoi elles ne devraient pas également s'ouvrir et bénéficier aux personnes en situation de handicap plus jeunes, je pense au CRT en particulier, parce que le modèle, dès lors qu'il aura fait ses preuves, et on y parviendra, doit bénéficier également
encore à l'ensemble de ces populations, quel que soit leur handicap. Voilà, je m'arrête là. J'ai peut-être été trop long et je m'en excuse. Et je vous souhaite une bonne réunion. Je vais quand même un peu rester encore. Voilà.